Bonjour à toutes et tous, merci de bien vouloir prendre place. On attend encore notre hôte, Monsieur Pérez, qui ne devrait pas tarder, je pense. Mais en attendant qu'il arrive, je pense que vous pouvez vous asseoir. Allez-y, donc je vais vous préparer tout de suite le plateau qui arrive, le temps que Monsieur Pérez arrive. Moi, je vais juste dire quelques mots d'introduction. Donc, je suis Sébastien Maire, le délégué général de l'association France Ville Durable. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est à la fois le deuxième jour de notre événement annuel qui s'appelle Ville Durable en Action. On a beaucoup travaillé hier sur l'évolution du concept même de ville durable. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la deuxième journée de rencontre des villes Mission Horizon Europe. Comme vous le savez, on a la chance d'avoir les 9 villes et métropoles qui sont représentées aujourd'hui et l'ensemble des partenaires de ce programme. Je dirais juste deux mots sur la tonalité de cette journée. Alors pour celles et ceux qui étaient là hier, aujourd'hui on n'a pas la compagnie de théâtre, on va quand même essayer de rendre ça dynamique, et je crois qu'aujourd'hui il y a une volonté assez forte d'à la fois montrer ce qui fonctionne dans l'ensemble du programme et comment les villes peuvent bénéficier les unes des autres de l'avancée du programme et de ce qui a fonctionné. Et puis il y a aussi l'idée de montrer les freins, de voir si on n'a pas des freins à lever pour aller encore plus vite, puisque le maître mot, c'est bien l'accélération vers la neutralité carbone. Donc sentez-vous libres, les intervenantes et les intervenants, de vraiment faire un état des lieux. On est là pour un état des lieux qui est vraiment tourné vers l'action. Et puis le deuxième sujet que je voulais aborder, hier on a beaucoup évoqué le besoin d'une vision plus holistique des enjeux et la création de réponses qui soient plus systémiques. Alors, désolé d'utiliser dès le matin de grands mots, mais en gros, il n'y a pas que le carbone. Alors, je sais qu'on est sur un sujet carbone aujourd'hui. Mais ce qu'on voudrait essayer de montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut, à travers un objectif de décarbonation des territoires, en profiter pour revenir en arrière aussi sur les autres limites d'habitabilité, la biodiversité, l'eau, et puis sur la question des ressources naturelles aussi, qui n'est pas un problème d'habitabilité. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut globalement avoir une approche holistique qui serve la décarbonation, mais qui n'oublie pas les autres sujets. Parce que, comme ça a été rappelé hier, un focus qui serait 100% décarbonation pourrait avoir des contre-effets négatifs sur les autres sujets si on n'en tient pas compte dans le design des programmes, dans les études d'impact, etc., etc. Donc aujourd'hui, une vision holistique, une discussion franche sur ce qui fonctionne, ce qui peut servir de modèle aux autres, et puis les freins qui sont à lever. Et maintenant que Monsieur Fabien Pérez nous a rejoint, nous allons pouvoir démarrer cette séquence d'introduction. Donc avec Fabien Pérez, qui est conseiller municipal délégué au Fonds européen de la ville de Marseille, avec Emmanuel de Lanversin, qui est adjoint au directeur de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, pour celles et ceux qui ont l'habitude des acronymes, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion territoriale, et Jean-François Montagne, qui est vice-président à la transition écologique et à la résilience de la communauté urbaine de Dunkerque. Monsieur Pérez, c'est à vous pour un mot d'introduction. Bonjour à tous, merci d'être présents ici à Marseille. Je m'excuse pour ces quelques minutes de retard marseillais. Évidemment, on est très fiers de pouvoir vous accueillir pour cet événement qui s'inscrit évidemment dans un nouveau défi pour notre ville de Marseille, puisqu'elle a été sélectionnée avec 9 villes françaises pour ce label des 100 villes européennes. Alors, je voudrais tout d'abord remercier mes collègues, la communauté urbaine de Dunkerque, Monsieur Montagne, Jean-François Montagne, également est présent ou sera présent en visio Bordeaux Métropole, Claudine Bichet et Céline Papin, également Angers-Loire Métropole, Benoît Piller, Ville de Lyon, Raphaël Michaud, Grenoble-Alpes Métropole, Pierre Véry, et puis également tous les élus et les représentants des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais également de la métropole de Nantes Métropole, de Dijon Métropole et de la ville de Paris.
bien évidemment aussi remercier, mais vraiment chaleureusement et France Urbaine, toutes ses équipes pour tout le travail qui a été fait cet été pour permettre l'organisation de ces journées. Remercier le ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, le ministère également de la transition énergétique, le ministère de l'enseignement, de la recherche supérieure, remercier la Commission européenne et également les acteurs européens ici présents. Alors, on a pu constater hier, ensemble, une journée de débat riche, que le bouleversement climatique n'est malheureusement pas la seule limite planétaire qui a été franchie. Mais il n'en demeure pas moins que, à l'échelle de nos villes, nous nous devons de réduire l'émission des gaz à effet de serre, de nous adapter au réchauffement climatique, tout en essayant de travailler sur la réduction de la précarité de nos habitants. Alors, évidemment, l'un des enjeux, c'est, à travers ce label des 100 villes européennes, comment arriver à l'échelle d'une ville à transformer des comportements. Qu'est-ce que c'est être sobre collectivement? Comment on met en place des politiques incitatives? Ça a été évoqué hier et évidemment, c'est l'un des axes forts de notre politique, c'est comment on crée des co-bénéfices sur le plan de la santé, de la qualité de vie, du vivre ensemble, qui vont permettre une prise de conscience qui est déjà bien réelle, mais qui devrait nous amener à passer, en tout cas à amener les citoyens à passer à l'action. C'est aussi l'enjeu de la réflexion de cette journée. On a hier abordé, dans cette première journée, des concepts. On a même parlé de la boulimie des concepts. Ce qui va être passionnant aujourd'hui, c'est passer à la nouvelle phase, c'est-à-dire la phase opérationnelle, décortiquer un petit peu le travail des politiques concrètes qui permettent effectivement d'avancer sur ce défi de la transition écologique, mais également d'identifier et de voir comment on lève les freins à cette transition. Alors, la ville de Marseille, on est sous l'impulsion de notre maire, Benoît Payan, a très vite identifié ce label des 100 villes européennes et s'est posé la question, est-ce qu'une ville comme Marseille doit concourir à ce label, alors même qu'il y a des tas d'urgences, notamment sociales, qui peut-être devaient mobiliser nos priorités, en tout cas budgétaires et même de politique sociale. Et le maire a dit, non, je pense qu'effectivement, il faut préparer la ville de demain. Et la ville de demain, elle passe par ce label-là, alors qu'on était un peu en queue de peloton sur la transition écologique. On a souhaité préparer notre candidature et c'était une grande surprise d'avoir été sélectionné parmi ces 9 villes françaises, parce que Marseille est une ville singulière à plusieurs égards. Bien évidemment, comme toutes les villes d'Europe, c'est un lieu où se concentrent des émissions de gaz à effet de serre qui sont en lien avec nos transports routiers. Attention, singularité marseillaise, c'est que les transports routiers sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre sur cette ville, l'une des villes les plus embouteillées. On y travaille pour décongestionner tout ça, mais c'est également une ville où la consommation de gaz et de fioul par rapport au logement, au tertiaire, était en phase croissante. Comment on a essayé de réfléchir pour diminuer cette consommation. C'est également une ville où on est confronté à des process industriels pourtour de cette ville qui sont forts en émissions de gaz à effet de serre, mais également il y a toutes les émissions induites par notre alimentation, par notre consommation de biens, de services, mais également par nos transports aériens. Alors, on a essayé de réfléchir sur la vulnérabilité de ce territoire au réchauffement climatique. Vous savez que pour ce territoire, les scientifiques nous annoncent un réchauffement de plus de 4 degrés à 2100, donc bien au-delà de ce qui est annoncé sur le territoire
européen. Ce territoire est extrêmement vulnérable au réchauffement climatique. Notre histoire nous a montré que nous avons dû affronter des carences en eau. De plus en plus tôt, dès le mois de mai, maintenant, on a sur cette ville des îlots de chaleur. On a aussi un sol singulier, une fragilisation des sols qui nous ont amenés, il y a encore pas longtemps, il y a quelques semaines, à quelques encablures de Marseille, sur la ville de Martigues, on a évité de justesse l'effondrement d'un immeuble. Régulièrement, Marseille doit faire face à des intempéries de plus en plus fortes qui amènent à recouvrir la totalité du Vieux-Port. Et on a tous conscience que le trait de notre côte est amené à évoluer dans les années à venir. Donc, évidemment, ce label des 100 villes, pour nous, ça a été un moyen de réfléchir sur ces défis à moyen terme. En même temps, il fallait composer avec la singularité de cette ville, qui est une ville pauvre et confrontée à une urgence sociale. C'est vrai que Marseille, c'est 26%, un taux de pauvreté au-dessus de 26%. Je crois que la moyenne nationale est à un peu moins de 18. C'est 35 quartiers prioritaires nationaux. C'est plus de 100 000 passoires énergétiques. Donc là aussi, ça a été, l'un de nos axes forts de travail à travers ce label, c'est de savoir comment on lutte contre la précarité énergétique, qui est aussi une façon de travailler socialement sur les habitants, avec les habitants de cette ville. Donc on a considéré que pour nous, ce label était une formidable façon d'accélérer cette transition. On part de loin, mais parce qu'on part de loin, il faut qu'on soit plus rapide pour rattraper le retard, et que ce soit surtout cette transition, on arrive à la concilier avec la justice sociale. C'est, je crois, aussi l'enjeu auquel les 9 villes françaises sont confrontées, mais la singularité du tissu social de cette ville nous amène à être extrêmement prudents sur toutes celles et ceux qui sont un peu laissés pour compte et qui sont finalement les premières victimes du réchauffement climatique, et comment aussi on arrive à les intégrer. C'est une ville qui est un peu fracturée géographiquement, comment on les arrive à les intégrer dans un nouveau réseau de transport. Alors, dans le contrat ville climatique qui a été élaboré au cours de l'année dernière sous l'impulsion du maire de Marseille, avec la métropole, avec la région sud, avec plus de 200 acteurs de ce territoire, on a fixé un cadre de travail avec des priorités qui vont nous permettre d'être la feuille de route sur les 7 années qui arrivent, pour tendre vers la neutralité carbone. Ce travail nous a amené à être la première ville à déposer notre contrat ville climatique. On a voté ce contrat ville climatique au conseil municipal. Le maire l'a proposé, ça a été voté en avril 2014 au conseil municipal. Et dans la foulée, déposé à la Commission européenne. On a tout de suite mesuré que l'enjeu numéro 1 de cette transition, c'est le besoin de financement. On a beau avoir créé un vrai désir dans cette ville de la transformer et d'accélérer la transition, on est très vite confronté au frein de comment on finance toutes ces initiatives associatives au niveau des entreprises, au niveau des collectivités. Il faut trouver des financements. On a réfléchi sur un plan d'investissement et on s'est aperçu que le ratio qui était proposé par la Commission européenne au démarrage de ce label des 100 villes européennes, la Commission avait dit, proposer plutôt, pour décarboner un territoire, c'est à peu près un investissement de 10 000 euros par habitant, ce qui signifie pour une ville comme Marseille un peu plus de 8 milliards et demi d'euros.
C'est une somme conséquente. Mais en réalité, quand on a commencé à travailler sur notre plan d'investissement, on s'est aperçu qu'on dépassait largement. On est en tout cas, quand on a commencé à travailler un petit peu sérieusement avec les acteurs, on a dépassé on était autour des 18 milliards. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est évidemment, on a créé une attente forte, on a su mobiliser des initiatives, comment on va y répondre et accompagner ces initiatives financièrement. Alors, ça va faire, je pense, l'objet des débats au cours de la journée. Mais on a commencé déjà par répondre à une demi-douzaine de projets européens. On est sur un peu plus de 10 millions d'euros si ces projets aboutissent pour la ville de Marseille. On a commencé à renforcer les équipes municipales pour mieux traiter, et c'était une nécessité, la précarité énergétique, la nature en ville. On a réfléchi sur le développement des réseaux de chaleur, le photovoltaïque. Donc, ce label a été une prise de conscience déjà dans le fonctionnement de cette ville et ses rapports avec les autres collectivités pour dire désormais, toute initiative politique doit être au cœur d'un projet de transition. Et effectivement, au début, on a mis un peu du temps à démarrer, à créer du lien entre ces trois collectivités. Et je dois dire que grâce en tout cas à un formidable travail des élus et des agents de ces trois collectivités, on a su créer une vraie dynamique. On va attaquer à l'automne prochain la saison 2 de ce label des 100 villes. Et donc, on va travailler maintenant sur l'aspect des finances. On a déjà réfléchi, lancé l'idée d'un fonds de dotation. Comment on mobilise des entreprises pour leur permettre d'abonder un fonds de dotation. Mais certaines préfèrent s'emparer d'une initiative ou d'un projet ou d'un axe fort qui était dans le contrat ville climatique pour dire, nous, on préfère dire on s'empare de cet axe-là et on participe à son financement. En tout cas, il y a une vraie réflexion autour de là. Alors, je conclus. Excusez-moi. Pour vous dire qu'on a tous beaucoup de questions, j'en doute pas qu'à la fin de la journée, on aura des réponses. Mais évidemment, la première question, je pense que les 9 villes françaises, on est tous autour de cette question-là, c'est comment mieux rediriger les fonds européens qui concernent la priorité climat vers nos institutions. Je crois que c'est la vraie question et merci en tout cas de cette initiative. Merci beaucoup, monsieur Perret. Alors, contexte territorial très différent, très particulier aussi. Communauté urbaine de Dunkerque, de l'autre côté de l'Hexagone, avec là aussi des enjeux très particuliers, quasi uniques, mais qui sont directement liés à la décarbonation. Jean-François Montagne ? Oui, effectivement, des enjeux totalement différents. Alors, on est très opposés d'abord géographiquement. Hein, on n'a pas... après Dunkerque, c'est la Belgique, hein, donc... voilà, on est au bout de la France, mais vous êtes pratiquement aussi au bout de la France. Alors, juste un chiffre pour commencer, qui va sûrement vous faire froid dans le dos. Dunkerque est responsable de 21% des émissions industrielles françaises. Voilà, oui, voilà. Voilà. Non, pas bravo. Voilà. 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 Oui, je pense que Marseille doit aussi... voilà. Et donc, forcément, ça crée des responsabilités, ça crée des obligations. Ce chiffre, effectivement, tu le disais, Sébastien, on est engagé sur un certain nombre de processus de décarbonation parce que c'est une obligation, c'est-à-dire depuis très longtemps, on travaille avec les industriels autour de projets avec des gros investissements, hein, des investissements comme on n'a jamais vu à Dunkerque. Mais
ces investissements ne doivent pas non plus faire oublier que la collectivité n'a pas attendu de se tourner vers les industriels. Et nous avons depuis de nombreuses années participer à un certain nombre de dispositifs. Alors, je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez. Le label Territoire engagé pour la transition écologique de l'ADEME. Hein. On est niveau gold depuis 2014. Hein. Alors, comme tout à l'heure, j'avais annoncé un chiffre qui fait peur. Je vais un peu vanter maintenant le territoire. C'est aussi le label Ville durable et innovant d'efficacité du CEREMA. On va là voter un nouveau plan climat, air, énergie territorial. On le passe au Conseil communautaire du 6 octobre. Vous donnez un peu les faits saillants de ce PCAET. Réduire de 46% les consommations énergétiques du territoire. Diminuer de 79% les émissions de gaz à effet de serre. Et de multiplier par 38 la production d'énergie renouvelable et de récupération. Alors vous allez me dire, ces chiffres, si on part de très bas, forcément vous avez des gros chiffres et ça signifie pas grand-chose. Mais c'est pour notre territoire un vrai défi. Vous avez, je suppose, entendu les déclarations au mois de juin du président de la République qui était venu à Dunkerque pour annoncer la création et la réindustrialisation du territoire dunkerquois, avec notamment la mise en place de la construction de 2 gigafactories. Et donc, maintenant, nous avons un vrai défi. Dans ces périodes de sobriété, comment accueillir, pour l'instant, le chiffre a été annoncé de 16 000 emplois, comment accueillir ces 16 000 emplois d'une manière la plus neutre climatiquement. Alors c'est un vrai défi qui s'oppose à nous, mais ce défi, ces contraintes, on va essayer de les transformer en opportunités. Vous donner un exemple, les projections qu'on fait sur notre zone industrialo-portuaire avec l'arrivée de ces 16 000 nouveaux emplois, ces projections montrent que le réseau routier va être saturé. Donc, à partir de cette contrainte, à partir de ce fait, comment on va pouvoir transformer ça en opportunité. Donc, on a demandé aux 2 gigafactories qui vont s'installer, Vercors et Prologium, de ne pas créer de parking salarié. Il n'y aura pas de parking salarié donc pour ces deux usines. Une fois que vous avez dit ça, c'est bien, mais comment on fait, hein? Alors on y travaille. On y travaille activement. D'abord, on a été accueillis très favorablement par les industriels. Alors on a été un peu étonné à la communauté urbaine que ça passe aussi facilement. On s'est aperçu qu'en fait, ils étaient très contents, ça faisait moins de foncier acheté en fait. Hein, voilà. Mais ça c'est entre nous, je ne dirais pas la même chose à Dunkerque, évidemment. Les 2 industriels concernés étaient très intéressés, notamment pour l'image que ça allait pouvoir donner à leur industrie. On a un autre défi à relever qui est celui 16 000 emplois, c'est très bien. Sauf qu'on est actuellement sur Dunkerque, les usines, enfin les entreprises sont en train de se piquer les salariés. Voilà. Alors c'est bien, ça fait augmenter les salaires, ça c'est très bien, c'est intéressant. Mais on a des vraies difficultés avec un chômage qui baisse mois après mois. Ça aussi c'est bien, mais ça crée des vraies contraintes. Alors cette contrainte de ne pas avoir de parking salarié nous permet justement, pour nous, collectivités, d'imaginer ce que sera le transport domicile-travail du XXIe siècle. Alors, en créant des parkings de délestage, en créant des nœuds de transport collectif adaptés aux heures d'embauche. On est en train d'y travailler. Ceci, pour revenir quand même aux 100 villes climatiquement neutres, ce qui nous intéresse d'être dans ce dispositif, c'est justement l'échange qu'on va pouvoir avoir entre nous.
au niveau européen, mais aussi au niveau français. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler français, mais on va aussi, bien sûr, parler européen. Ce qui nous intéresse à Dunkerque, c'est véritablement de pouvoir échanger avec, je dirais, à mon sens, deux contraintes. En France, on a la chance d'avoir des dispositifs légaux, d'avoir des documents. J'ai parlé tout à l'heure du PCAET. Je crois vraiment que nous, ville française, on ne doit pas recréer un nouveau PCAET. Les PCAET, pour tous ceux qui travaillent dans cette salle, vous savez la somme de travail que ça représente, l'ingénierie qu'on met derrière ça. Je crois qu'on doit vraiment partir de ça et ne pas créer un nouveau document qui serait finalement qu'une copie du PCAET. La deuxième, certes, climatiquement neutre, on entend bien, on est tout à fait d'accord. Il me semble qu'on a oublié quand même un acteur essentiel, c'est le citoyen. Comment on l'embarque dans ce processus? Comment on arrive à lui créer quand même un avenir durable, mais aussi riant? Et à Dunkerque, on se pose véritablement ces questions auprès de notre population jeune. Comment on arrive à le réconcilier avec l'industrie? Pour ceux qui ont connu Dunkerque dans les années 60, la terre chez nous, elle est rouge. Pas parce qu'il y a le sable du Sahara qui arrive chez nous, mais c'est le minerai. Moi, quand j'étais gamin, dans mon jardin, je ramassais des petits morceaux de métal. Voilà, on s'amusait à les mettre dans des boîtes et ça faisait des maracas. On avait des loisirs vachement chouettes à l'époque. Voilà, ça a un peu changé les loisirs chez les jeunes, mais comment on arrive comment on arrive à leur faire, à leur montrer que l'industrie a changé. C'est tout le processus de tout ce qu'on est en train de mettre en place avec la fabuleuse Factory où on fait rencontrer les industriels et les jeunes sur la place centrale de Dunkerque, la place Jean-Bart. C'est aussi des dispositifs tels qu'Éco-Gagnant où on utilise le levier du pouvoir d'achat pour ramener la population à faire des gestes autour de la mobilité, autour de l'habitat, autour des déchets. Enfin, toutes les politiques publiques englobent aussi un dispositif éco-gagnant. Donc moi j'attends beaucoup de ces journées, de cette journée par les échanges, parce que je crois que les 9 villes qui ont été sélectionnées ne l'ont pas été par hasard. Je ne pense pas qu'ils ont tiré au sort. Je crois qu'on a chacun des arguments à faire valoir et j'attends vraiment qu'on puisse échanger aujourd'hui autour de ce dispositif qui est extrêmement intéressant et qui nous permettra d'accélérer la transition et les transitions dans nos territoires. Merci beaucoup Jean-François. On va tout de suite entendre un message préenregistré de Claudine Bichet et de Céline Papin qui sont toutes deux maires adjointes au maire de Bordeaux. Bonjour, alors vous faites le lien avec ce qui est mené sur le territoire de Bordeaux Métropole. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux forts pour Bordeaux Métropole en termes de neutralité et quelles sont pour vous les prochaines étapes au sein de cette mission ville? Alors, je peux effectivement répondre sur des grands enjeux sur la neutralité carbone. Déjà, en termes de mobilité, aujourd'hui, les mobilités, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. Donc, on a dès 2021 voté un schéma des mobilités extrêmement ambitieux où l'objectif, c'est à horizon 2030, passer la part modale de la voiture de 50% à 33%. Donc c'est extrêmement volontariste, bien sûr, plein d'actions qui ont vocation à pouvoir accompagner ce changement ont été mises en œuvre. Développement de RER métropolitains, développement de pistes cyclables, des réseaux bus express, plan marche aussi pour inciter à la marche et la rendre la plus agréable possible. On a vraiment tout un plan d'action sur le volet des mobilités.
Un mot aussi en termes d'énergie, un plan de développement des énergies renouvelables qui s'est voulu extrêmement ambitieux et qui a été lancé dès l'année 2021 sans attendre cette fameuse crise énergétique, avec l'objectif de multiplier dès ce mandat la production d'énergie renouvelable, donc tant sur les réseaux de chaleur urbains que sur le photovoltaïque. On est dans une accélération inédite sur notre territoire, avec énormément d'actions lancées. Et un autre, peut-être, un autre sujet, un autre enjeu qu'on peut évoquer, sur lequel on est pleinement mobilisé, c'est la coopération avec les territoires voisins de la métropole, parce qu'on est pleinement conscient qu'on n'atteindra pas nos objectifs de neutralité carbone, de réduction de notre empreinte carbone, sans associer étroitement ces acteurs, que ce soit en termes de production d'énergie renouvelable, de mobilité, comme ça a pu être dit. Un grand nombre des mobilités, bien sûr, se font bien au-delà de nos seules frontières de la métropole, et c'est pourquoi nous avons engagé une démarche de contractualisation, un dialogue resserré avec les territoires voisins, les intercommunalités voisines, pour échanger de manière plus étroite ensemble sur nos objectifs, de manière à les partager davantage, mais aussi pour les accompagner sur leur stratégie de mobilité, leur stratégie d'aménagement du territoire ou de développement économique pour avoir un aménagement du territoire plus équilibré et plus neutre en carbone à une échelle également plus globale que le seul territoire métropolitain. Alors du coup, quelles sont vos prochaines échéances pour arriver à tout ça dans le cadre de la mission ? Donc tout d'abord, rédiger notre Climate City Contract. Donc nous sommes en cours de travail. L'idée, c'est qu'il soit finalisé d'ici le premier trimestre 2024 avec son plan de financement que l'on le délibère à l'échelle de Bordeaux Métropole pour qu'il puisse être envoyé ensuite à la Commission européenne. Et puis bien évidemment, nous envisageons toujours de nous positionner sur l'appel à projet des 30 villes pilotes, très probablement à l'appel à projet qui sera lancé début 2024. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages, et du coup pour réaliser les projets dont vous nous avez parlé et continuer à être impliqué dans cette mission, qu'est-ce que vous attendez de plus ou qu'est-ce que vous attendez encore de la mission Ville ? Alors bien évidemment, en premier lieu, on attend une disponibilité des experts Net Zero Cities pour nous accompagner, notamment sur le volet montage financier complexe, puisque on l'a dit auparavant, la question financière est tout de même clé dans la réussite de notre projet. Mais au-delà de cette disponibilité, je crois que cette mission ville, elle a eu au moins un grand mérite, c'est de replacer les villes au cœur de la politique européenne de neutralité climatique. Et on le sait, c'est bien au niveau de nos territoires que se joue véritablement cette transition. Donc on espère aussi qu'avec cette mission ville, eh bien c'est vraiment le rôle des villes et des territoires locaux qui sera conforté dans les années à venir. Alors la mission ville, elle nous a déjà permis de nous mettre en réseau entre de nombreuses villes européennes qui ont des objectifs partagés. Et cette mise en réseau, on l'a dit, grâce à cette mise en réseau, on a pu mettre le doigt sur un certain nombre de freins que l'on rencontre tous. Et je crois que c'est bien au niveau européen, à travers ce type de réseau ou via le réseau Eurocities, par exemple, que l'on peut aussi travailler collectivement à lever ces freins réglementaires, financiers, qui nous empêchent clairement de passer la vitesse supérieure sur un certain nombre de sujets. Ouais, je pense... Bon, il y a eu un petit sujet technique. C'est pas moi. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. On note quand même par rapport au débat d'hier, parmi beaucoup de choses importantes qui ont été dites, mais cet impératif de coopération au-delà des frontières administratives de la collectivité lauréate comme un critère de réussite de la décarbonation. C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant dans la nouvelle version du manifeste. Alors pour conclure cette session introductive, Emmanuel Delanversin, c'est à vous pour la DHUP. Merci, j'ai très rapide, là j'ai du cramoisi sur l'écran. Non, mais je serai très rapide, on est là pour écouter les territoires, pas pour écouter l'État. Vous dire que je suis très content d'être ici, alors pas seulement parce que je suis né à Marseille, mais aussi parce que Marseille c'est un symbole fort, l'État s'investit énormément aux côtés de Marseille. Le président de la République a lancé récemment le volet copro,
mais qui vient compléter la réhabilitation du centre-ville ancien, la production de logements, l'aménagement du centre-ville ancien, enfin, et tout un tas d'autres projets, les écoles que vous connaissez parfaitement bien. Et donc, tout ça est parfaitement en phase, et donc c'est parfaitement le lieu pour parler de ce projet de ville neutre et affronter les défis de l'Anthropocène. Par souci d'économie de temps, je ne remercierai pas tous les élus ici présents, mais comme M. Pérez l'a fait, je me joins à ces remerciements. J'ajoute simplement un remerciement pour le groupe Miroir qui accompagne au niveau national et local, et c'est très important, vous avez tous parlé des échanges des différentes échelles, et donc ce groupe Miroir permet de faire cela. Le lien entre les villes et la dissémination. C'est souvent, quand on travaille sur un territoire, on a l'impression qu'on peut résoudre les problèmes au sein de ce territoire. Bon, Bordeaux a déjà bien parlé du lien avec les villes voisines, mais au-delà de ça, la comparaison, les échanges de bonnes pratiques sont absolument essentiels. Alors évidemment au niveau national, mais aussi au niveau international, pas seulement avec la Belgique. On a un certain nombre de lieux. C'est assez foisonnant en fait. Il y a des choses un peu dans tous les sens sur les comparaisons internationales. Mais par exemple, on a créé la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a initié des échanges sur le logement, donc ce qui est directement lié avec ces sujets-là au niveau européen. Donc les 27 pays de l'Union européenne se sont réunis à Nice en 2021 pour échanger cela, et les différentes présidentes de l'Union européenne ont poursuivi le travail, et on se retrouve en Espagne dans quelques jours maintenant pour parler de tout cela, et donc ces échanges sont très fructueux. Je remercie encore évidemment France Ville Durable pour tout son rôle autour du groupe d'action et d'acteurs. Voilà, rappeler que tout ça se fait dans un modèle de ville qui aujourd'hui est la résilience, l'inclusivité, le bien-être et santé, biodiversité, renaturation. Vous connaissez tout ça par cœur, mais je pense que c'est bien de le rappeler régulièrement, puisque c'est une... Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'on fait les villes en pensant à toutes ces choses-là. Voilà. Il y a un cadre européen qui est assez intéressant, qui est souvent oublié, peut-être parce que ça vient d'un mot allemand, Neubauhaus, mais il est très important parce que c'est un cadre qui permet la généralisation, un cadre holistique. C'est dans ces cadres-là qu'on utilise ces mots un peu compliqués, là, mais c'est quand même très important, et c'est une source de financement aussi, parfois, donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est vraiment sur la qualité de vivre en ville et dans les logements, en s'inspirant d'expériences du début du XXe siècle. Voilà. Et puis il y a aussi Forum pour l'avenir qui essaye de renforcer les liens entre la France et l'Allemagne dans le cadre du contrat de l'Élysée, des accords de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Et donc il y a énormément d'investissements qui sont faits, intellectuels, hein, j'entends, et d'échanges avec l'Allemagne. Et sur ces sujets-là, c'est un pays avec lequel on a beaucoup à faire, même si parfois à Marseille, on s'en sent un peu moins proche que quand on est à Strasbourg. C'est malgré tout intéressant. Merci. Oh, c'est redevenu vert. Merci. Merci beaucoup.